beaucoup de votre présence pour cette nouvelle rencontre virtuelle de la librairie Dialogue, où on a le grand plaisir, enfin, j'aurai le grand plaisir ce soir d'échanger avec Lola Lafont. Alors bonsoir et merci beaucoup de nous faire entrer le temps d'une heure dans votre atelier d'écrivaine. Alors, Je suis ravie. En plus, avant tout, les rencontres me manquent aussi beaucoup, vraiment à moi aussi. Oui, on a hâte de pouvoir de nouveau vous accueillir à la librairie, mais en attendant, on est ravis de pouvoir avoir ce temps d'échange. Alors, avant tout, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes issu d'une famille d'origine franco-russo-polonaise. Vous avez grandi en Bulgarie, en Roumanie et en France, et la danse a toujours occupé une place très importante dans votre vie. Et puis aujourd'hui, vous êtes musicienne et écrivaine. Vous comptez à votre actif 2 albums, Grandir à l'envers de rien et Une vie de voleuse, et 6 romans, parmi lesquels on peut citer La petite communiste qui ne souriait jamais, qui est centrée sur Nadia Comaneci, la jeune gymnaste roumaine, mais aussi Mary Patty, qui se penche sur l'enlèvement en 1974 de Patricia Hearst, qui était la petite fille du magnat de la presse William Randolph Hearst et qui avait épousé la cause de ses ravisseurs. Tous vos romans, ils résonnent avec notre monde contemporain, ils interrogent le sens de notre époque, ils disent aussi la force des mots et l'importance du corps. Et ce soir, on va donc parler de votre 6e roman qui est paru en août dernier. Il est intitulé Chaviré, c'est celui-là. Il est paru aux éditions Actes Sud et il a reçu le Grand Prix du roman des étudiants France Culture Télérama. Ce roman, on pourrait le qualifier de puzzle. Il s'articule autour d'une héroïne, Cléo, qu'on va suivre de ses 13 ans à ses 48 ans, mais on pourrait dire qu'elle a 13 ans pour l'éternité, parce qu'à cet âge-là, elle a fait une très mauvaise rencontre et elle a été embarquée dans un système de prédation que vous déconstruisez, tout en menant une ardente réflexion sur les impasses du pardon et sur la façon dont on se reconstruit petit à petit grâce aux autres et grâce aux mots. Alors, pour commencer, j'aurais souhaité citer un passage de votre livre, un passage qui se situe plutôt à la fin, au moment où vous parlez d'Enid, qui est une réalisatrice de documentaires, et elle dit les mots suivants: « Il faut raconter ce qui hante, et les sujets de documentaires, comme ceux des romans, sont des paravents qui masquent nos questions irrésolues. Le sujet ne se trouve ni ne se cherche, il faut s'autoriser à l'entendre, à lui laisser donner de la voix. » Alors, est-ce que c'est ainsi que cela se passe pour vous, pour la naissance de chacun de vos romans? Je pense que ces quelques lignes que vous avez choisies, effectivement, sont peut-être une incursion un peu frontale de moi, de l'auteur, on va dire, dans le texte. C'est-à-dire que oui, c'est comme ça que je vois l'écriture, c'est comme ça que je vois la façon dont on aborde le début d'un roman. C'est-à-dire que, évidemment, il n'y a pas de recette, mais je crois que c'est important d'aller chercher quelque chose qui n'a pas trouvé encore les mots pour être dit. Je crois que sinon, ça ne sert pas à grand-chose à part encombrer les tables des libraires. Et que c'est pour moi important d'écrire ce qui hante, ce qui me hante peut-être, ce qui hante aussi une société. Et que effectivement, je ne crois pas qu'un roman soit un sujet. Je crois que c'est l'histoire. C'est l'histoire, effectivement. Chaviré, c'est l'histoire de Cléo, c'est l'histoire de Betty, c'est l'histoire de tous les personnages. Et c'est aussi l'histoire comme vous l'avez dit, d'un système de prédation, de la façon dont on trouve les mots pour finalement comprendre qu'on a été victime et peut-être aussi complice, ce qui n'enlève pas le fait d'avoir été victime. Voilà. Et en effet, cette double position de victime et complice, elle est au cœur du roman et on va l'évoquer pendant cette rencontre. Chaviré, c'est un roman qu'on dit d'une traite, c'est un roman bouleversant, inoubliable, et c'est aussi un livre qui en contient beaucoup. Il nous raconte bien sûr cette jeune fille qui est confrontée à l'impossibilité du pardon. Il nous plonge aussi dans le milieu de la danse populaire, donc des danseuses de revue qui travaillent durement et humblement pour divertir dans ce monde de la variété populaire où le sourire est contractuel. C'est aussi un livre qui parcourt 35 ans
mais qui à tout moment résonne avec notre époque contemporaine. C'est un roman qui nous fait passer de l'intime au politique, qui gratte les travers et les questionnements de notre société, qui nous interroge, bien sûr, nous lecteurs, et qui nous donne une place active dans la narration. Alors, comment est-ce qu'on construit un tel roman? Comment est-ce qu'on s'imprègne de ces différents mondes? Et quel est le chemin qui rend possible son écriture? C'est une question difficile parce que évidemment, c'est rétrospectivement que je peux vous dire comment il a été écrit. Évidemment, ça a été un petit peu comme pour les autres, c'est-à-dire beaucoup de peine. Je n'écris pas facilement. Je réécris, je cherche, je doute, je jette, je coupe. Voilà, ça c'est un peu la base de mes journées. Je crois qu'il s'est fait. Je crois que j'avais 3 axes, et puis après voilà, les choses se tressent. Je savais que j'allais raconter une femme de 13 ans à la cinquantaine, ça je savais. Mais je savais surtout que j'allais la raconter au travers des autres, que j'allais la raconter, au travers des rencontres, parce que je crois qu'on est fait de nos rencontres et que si on avait la possibilité d'avoir, notre portrait tracé par 10 personnes, sur des années, on aurait un portrait de nous très kaléidoscopique, très riche, très surprenant. Donc ça, je savais, pour tout vous dire aujourd'hui, quelques mois après la sortie, je savais quand j'ai commencé Chaviré, parce que la forme chez moi, c'est quelque chose qui préside vraiment à l'écriture, qui vient avant ce qu'on appelle le sujet. Moi, je me dis comment raconter. Donc, je savais que j'allais faire probablement 2 romans déjà sous cette forme, c'est-à-dire que le prochain roman suivra un petit peu le même principe parce que ça m'intéresse et que j'aime bien avoir le temps de fouiller une manière de faire. Je savais, qu'il y avait ce côté de l'écharde, c'est-à-dire ce côté de la petite chose qui est sous votre peau, qui est pratiquement oubliée, mais qui, à chaque fois que vous appuyez dessus, elle fait aussi mal. Et c'est ce qui se passe pour Cléo, c'est-à-dire que ce qui lui arrive finalement à l'âge de 13 ans est toujours là. Il est vraiment là d'une manière très physique, très physiologique euh, en elle. Elle ne peut pas s'en défaire. Et elle avance, elle tombe amoureuse, elle a un enfant, elle a une carrière, mais ce truc ressurgit tout le temps. Et comment faire pour qu'il puisse être un tout petit peu adouci ou pas? Et je savais que c'était important pour moi d'aller rejeter un œil dans le milieu de la danse, effectivement, comme vous avez dit, populaire. Un milieu que moi, je ne connaissais pas, d'ailleurs. C'est-à-dire une danse, le modern jazz des années 90, la danse des revues, quelque chose qui ne bénéficie pas d'un regard très admiratif. La plupart du temps, quand on dit danseuse, on voit Opéra Garnier, Tutu, ou alors on voit création contemporaine avec critique dans les journaux, voilà, carrière. Et moi, j'avais envie de parler de ces femmes qui sont invisibles, finalement, et qui forment un décor. Il y a beaucoup d'invisibles dans Chaviré. Il y a le milieu social dont vient Cléo, qui est une sorte de classe intermédiaire, un petit peu, je dirais pas laborieuse, mais laborieuse en termes d'échange, qui ne se sent pas légitime à prendre la parole. C'est plutôt dans ce sens que je dis classe intermédiaire. Il y a évidemment ce qui lui arrive qui est invisible parce qu'elle n'en parle pas. Et puis, il y a cette danse-là qui est une danse voilà, qui sert à mettre en valeur le reste, qui sert à mettre en valeur les chanteurs, finalement. Voilà ce que je savais. Et puis après, c'est du travail, c'est des silhouettes. Euh, j'avais envie qu'il y ait du monde. Par rapport à mes autres romans, il y a peut-être un peu plus de monde. Euh, et puis que les gens qui peuplent ce roman, finalement, ont tous quelque chose à se faire, comment dire, qui ne parviennent pas à se pardonner. Parfois, c'est complètement anecdotique, euh, parce que finalement, effectivement, pour la billeuse Claude, elle ne signe pas la pétition. C'est pas grave en soi, mais pourtant, c'est quelque chose quand même d'un début de trahison vis-à-vis de son ami. Il y a toutes ces choses-là, tous les personnages sont un petit peu rongés par un geste qu'ils n'ont pas fait.
le jeune homme, Jonas, qui devient très ami avec elle, qui porte sa judéité comme un fardeau, il la lâche aussi. Il est un peu gêné par tout cet amour qu'elle a pour sa famille, et ben il la lâche. Donc c'est quelque chose qu'il ne peut pas se pardonner. Voilà, c'était ça. Tout ça a été mêlé. Oui, finalement, tous ces personnages ont tous des échardes et Ouais, ça nous ramène au fait que tout le monde, en fait, a ses mais propres oui. échardes de tailles différentes, bien sûr. Mais, vous disiez qu'écrire, c'était travailler beaucoup, c'était raturer énormément. C'est rencontrer aussi, ce sont des rencontres aussi Oui, qui ah créent oui. le roman. Oui, et je me suis dit ça, il y a quelques jours, je me suis dit que ça aurait été assez difficile aujourd'hui dans ce qu'on vit, hein, de la pandémie, tout ce que ça met en place comme isolement, comme difficulté à se rencontrer. Je me suis dit: «Mais ça aurait été un petit peu différent». Bon, le roman se serait fait quand même, mais effectivement, hem, au début, d'un roman, je rencontre des gens qui ont un rapport un petit peu, alors parfois c'est avec les métiers, mais et finalement c'est quelque chose qui est presque là, pour que je sente un petit peu l'atmosphère, pour le parfum. Parfois je vais écouter quelqu'un 4 heures et je sais qu'il va rester 2 lignes et c'est pas grave, mais ça arrive même très, très souvent. Quand j'ai rencontré, 1 ou 2 habilleuses du Lido, là, il y a eu beaucoup de choses intéressantes parce que, bon, ben voilà, incontestablement, je n'y connaissais rien et moi, je ne sais pas coudre un bouton, par exemple. Donc, vous imaginez, pour parler d'une habilleuse, des tissus, voilà, c'était intéressant et effectivement, quand je l'ai entendue, ce n'est pas Claude, hein, c'était une très jeune femme, et qu'elle m'a dit ces 2 choses. Elle m'a dit elle demandait toujours aux danseuses si elles voulaient être déshabillées de dos ou de face pour leur pudeur. C'est plus que factuel, ce genre de détail pour l'écriture, parce que finalement, ça m'en dit beaucoup. Ça m'en dit beaucoup, ça me dit quelque chose sur la pudeur des danseuses nues. Ça me dit que oui, bah, vous pouvez monter sur scène et être nue et être en string, mais il y a un moment donné où vous choisissez. Ça, c'est une nudité choisie. Et le reste du temps, vous avez votre pudeur, bien évidemment. Euh, j'ai rencontré des danseurs et des danseuses, pour certaines qui avaient dansé dans les années 90, pour d'autres qui dansaient dans des revues aujourd'hui. Euh, oui, il y a des rencontres importantes qui sont là, un petit peu pour nourrir l'imaginaire. Et puis, bon, il y a aussi le fait de gagner du temps sur le moment où on est seul et on se met au travail. C'est à un moment donné, il faut arrêter les rencontres. Oui, et plonger dans l'écriture et Oui, la découverte. Vous nous disiez que la forme préexistait, qu'elle était très importante pour vous, que c'était le projet initial du roman. Et là, en effet, c'est une forme très particulière puisque Cléo, qui est au centre du roman, on la découvre en miroir, ce qui en fait un personnage à la fois très marquant et un peu évanescent parce qu'on a l'impression de jamais pouvoir la saisir complètement parce qu'on va découvrir énormément de facettes différentes de sa ouais, personnalité, puisqu'on la découvre à travers ceux qui la côtoient, ceux qui l'aiment. ouais. Euh, alors, je me demandais enfin, quel a été votre rapport, vous, à ce personnage au moment de l'écriture et comment est-ce que vous l'avez découverte? Est-ce que c'est aussi à travers les regards de vos autres personnages? Comment elle s'est mise à... Mais oui, parce que moi je fais toujours des fausses pistes en fait quand j'écris. C'est vraiment, maintenant je devrais le savoir, c'est-à-dire que je vais toujours aller dans le mur pendant 1 ou 2 mois. J'écris une soixantaine de pages pour me rendre compte qu'en fait ça va pas du tout. Enfin, je fais ça 1 ou 2 fois même. Et au début, je pense que le personnage de Cléo, j'en avais fait quelqu'un de beaucoup plus fragile, c'est-à-dire de beaucoup plus, peut-être, un peu qui manquait justement d'ambiguïté. Et puis évidemment, au bout d'un moment, ça n'allait pas parce que personne n'est comme ça. C'est-à-dire personne n'est d'un bloc. Plus vous connaissez les gens, plus vous vous rendez compte que ben, ils ne sont pas du tout, évidemment, entièrement. La façade, c'est une chose, les coulisses, c'est une autre chose. C'est un peu le roman des coulisses de chacun et de chacune. Donc mon rapport avec le personnage de Cléo, je l'ai abordé, même si j'ai écrit son adolescence d'abord, j'ai dû écrire son âge adulte pour vraiment avoir le personnage, pour que je l'appréhende. C'est-à-dire que c'était important pour moi de me dire qu'à 48 ans, personne autour d'elle ne sait et que ça c'est un drame, que c'est terrible, qu'elle est mariée, qu'elle a une fille et que personne ne sait, ça veut dire qu'elle est poursuivie.
vraiment, et que ça va revenir, c'est un refrain, c'est ce qu'elle appelle son monologue intérieur, et son monologue intérieur, il est incessant. Et pour effectivement comprendre et retracer la vie de quelqu'un qui est hanté par un monologue intérieur, moi j'aborde les choses par le corps. Qu'est-ce que ça crée chez elle? Ça crée quelqu'un qui est, comme vous disiez, un peu évanescente, un peu opaque, mais qui en même temps, elle ne cesse d'avancer. C'est-à-dire que chaque rencontre que Cléo fait la modifie. Elle est incroyablement avide d'apprendre. C'est peut-être une réaction à ce qu'elle a vécu quand elle avait 13 ans. Elle veut s'améliorer, elle veut être. Il y a quelque chose pour moi chez elle d'extrêmement enfantin dans le désir de faire bien. Elle rencontre Jonas et à ce moment-là, elle se passionne pour les textes des philosophes de l'après-guerre, le pardon. Elle rencontre Claude, l'habilleuse, Lara d'abord, son amoureuse, qui est une militante. Et si Lara la déstabilise beaucoup pendant qu'elles sont ensemble, quand on la retrouve après, elle est capable de se défendre. Elle a compris des choses. Donc, pour moi, c'était important de voir à quel point, que ce soit Cléo ou quelqu'un d'autre, d'ailleurs, je crois vraiment qu'on se modifie en permanence. Voilà. Et puis, il y a ce monologue intérieur incessant que vous évoquiez qui revient. Et il y a des refrains, en fait, qui sont très présents dans le livre, dans l'écriture aussi, des mots qui reviennent, des parfums, des objets, et qui ramènent finalement à ce monologue. Alors, peut-être que pour comprendre ce traumatisme qu'a vécu Cléo et ses répercussions, il semble essentiel de le nommer, de mettre des mots sur ce qui a été vécu. Et ça, vous le faites dès la première partie du roman, où on va donc découvrir Cléo à 13 ans, qui est abordée à la sortie de son cours de danse par Cathy. Cathy, c'est une femme très chic qui l'a repérée et puis qui pense qu'elle pourrait prétendre à une bourse d'une fondation qui s'appelle la Fondation Galatée. Quelle mécanique se met alors en place à ce moment-là? La Fondation Galatée, c'est-à-dire que je voulais que le lecteur ait une longueur d'avance sur le personnage, c'est-à-dire que quand on lit le roman, on sait ce qui va se passer. C'est pas un mystère. On comprend que Cathy n'est pas une bonne rencontre. On n'a pas 13 ans. Et donc, on sait que Cléo va vers l'abîme. Pour moi, c'était important qu'on puisse avoir une vision un tout petit peu distanciée de ce qui va se passer pour elle. Et évidemment, la fondation n'existe pas. On est en 84, il n'y a pas Internet, mais de toute façon, ça serait la même chose parce qu'on peut toujours se créer un faux site. Elle pourrait chercher Fondation Galatée et penser que ça existe. Et la Fondation Galatée une entreprise de pédocriminalité où il y a des hommes de quarantaine, cinquantaine d'années, effectivement, qui convoquent des jeunes filles d'un milieu social bien plus bas que le leur et qui leur font miroiter une bourse qu'elles n'obtiennent jamais au cours de déjeuners qui sont comme des faux entretiens. Et pour l'écriture, alors là, c'est important parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup hantée pour le coup. C'était que je ne voulais pas. C'était vraiment quelque chose qui était même avant que je commence à écrire, je ne voulais pas. Je savais qu'il y aurait une scène de viol, d'abus sexuels, que Cléo allait se retrouver face à un juré et que même si elle s'enfuit finalement, hein, quand même elle s'en va. Mais je savais qu'il allait se passer quelque chose. Je ne voulais pas écrire un livre trash. En fait, il n'y a rien de plus facile que d'écrire un livre trash. Oui, c'est facile. Hein, ça, c'est ce que je ne voulais pas parce que c'est un choix à la fois littéraire et puis politique. C'est-à-dire que pour moi, si j'écris le corps d'une jeune fille violentée et que je le fais hyper graphique, je vais à l'encontre de ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que je crée une sorte de pornographie euh, dont je ne sais pas ce qui va advenir. Je donne un corps en pâture, en fait, un corps d'une jeune fille en pâture. Donc ça, c'était pour moi l'obstacle. Donc, c'est pour ça que la seule scène, finalement, il n'y a rien d'autre dans Chaviré, il n'y a pas de scène dure à part celle-là. Elle fait une page, même pas, une demi-page, et que j'ai choisi de l'aborder. La seule façon pour moi d'en parler, c'était d'être à hauteur de Cléo, être à hauteur de ses 13 ans, c'est-à-dire qu'à la fois, elle veut bien faire, elle veut avoir la bourse, elle est entourée d'adultes, donc il y a quelque chose aussi
une situation d'exception très excitante. Elle est la star hein, de l'après-midi. Et puis, ça va dégénérer. Elle ne sait pas trop ce qui se passe parce qu'elle n'a aucune expérience de rien. Donc, il y a une sidération physique. Donc, encore une fois, pour moi, j'aborde les choses par qu'est-ce qui se passe dans son corps. Il y a la peur, il y a l'incompréhension totale aussi, et tout est en arrêt, tout est sidération. Donc la seule chose qui reste, c'est des éléments comme les doigts. Voilà, je les décris vraiment par des images qui sont un peu fractionnées, mais c'était vraiment très volontaire. Et, euh, et de ne pas centrer le roman. Le roman n'est pas centré sur ce que les filles subissent, parce que pour moi, c'était totalement c'était pas ça le projet. Voilà. C'était le risque d'un tel projet aurait été d'en faire un roman où on entend juste une parole de victime. Oui. Et on Et n'est jamais on qu'une n'est victime, jamais. jamais. Oui. On est toujours. Il faut accorder aux personnes qui ont été, qui sont victimes de pédocriminalité, de violences sexuelles, que ces personnes soient aussi autre chose. Cléo, elle est aussi une danseuse. Elle est aussi une amie que je trouve incroyable. Quand elle est en seconde, c'est une amie dévouée. C'est une amoureuse. Elle peut aussi tomber amoureuse, c'est-à-dire elle peut aussi avoir une fille. Voilà, il se passe beaucoup de choses dans sa vie. Elle ne peut pas être réduite à cet instant-là. Alors, ce qui est frappant dans cette histoire qu'elle vit à ses 13 ans, dans la mécanique qui est mise en place, c'est qu'on a quand même le sentiment que ça peut arriver à n'importe quelle adolescente, parce que c'est une époque où on attend de vivre, où on attend qu'il nous arrive quelque chose, et où être repéré, ça peut être le début de ce quelque chose. Cléo, vous l'avez dit, elle vient d'un milieu modeste, mais elle n'est pas livrée à elle-même, sa famille est là, ses parents ne sont pas des missionnaires. Sa famille est aimante. Il y a peut-être seulement un déficit de dialogue. Alors, dans quelle mesure est-ce que les mots lui manquent? C'est compliqué parce qu'effectivement, elle le dit elle-même, elle n'est pas dans une famille dysfonctionnelle, elle ne se sent pas d'excuses sociologiques. Et puis, elle a raison parce que finalement, ce sur quoi joue Cathy et la Fondation Galatée, c'est ce que vous venez d'employer comme mot, c'est sur ce verbe qui préside à l'adolescence d'une manière si forte, être repéré. J'ai feuilleté beaucoup de magazines féminins des 30 dernières années, et vraiment le truc qui revient tout le temps, c'est ce mythe envoyé aux jeunes filles d'être repérées. Tel mannequin a été repéré dans un centre commercial, telle actrice a été repérée devant son lycée. C'est vraiment un truc qui est vraiment, pour moi, une constante de ce qu'on envoie vers les jeunes filles, que leurs vies ne peuvent commencer qu'au moment où un regard se pose sur elles, où elles sont repérées, élues, en fait. Hein, il y a quelque chose de l'élection. Et bon, Cléo, l'adolescente des années 80, au moment où on lui dit tu es spéciale, tu vas pouvoir réaliser tes rêves, c'est évidemment qu'elle y croit. Elle n'attend que ça, en fait, de toute façon, elle n'attend que ça. Donc le piège est parfait. Tous les gestes, c'est pour ça que le comportement de Cathy est écrit en italique, parce que c'est quelque chose de l'ordre de la mise en scène qu'un œil adulte repère. Tout est mis en scène, son côté, euh, cette féminité parfaite, ce côté enjoué, un peu adolescent qu'elle adopte avec Cléo, tout est une mise en scène. Elle est plus jeune qu'une mère, mais elle est un peu plus âgée qu'une copine. Il y a quelque chose comme ça d'un entre-deux. Et elle fait miroiter autre chose, c'est pas l'argent, même s'il y a de l'argent. Ce qu'elle fait miroiter, c'est de l'amour aussi. De l'amour, de l'attention. Donc, même si les parents de Cléo sont là, ben, ils sont occupés à autre chose. Ils sont occupés à un genre de survie quotidienne, à payer des charges, à se préoccuper de ce qui va se passer dans leur vie, de leur travail, et ils ne voient pas, effectivement, ils ne voient pas qu'il y a un vide immense et que leur fille, finalement, est en train de répondre à une sorte de refrain, en fait, d'un refrain parfait. Cette question de ce piège qui est quand même aussi fondé sur l'ascension sociale, enfin, Oui, cette question de la classe sociale et des classes sociales, elle est aussi très présente dans le roman, où vous rendez aussi un très bel hommage à la variété populaire.
Et en exergue du livre, vous mettez 3 citations. Il y en a une de Jacques Derrida, la deuxième d'Alfred de Musset et la troisième de Jean-Jacques Goldman. Alors en quoi est-ce que c'est important selon vous de réconcilier culture populaire et culture savante et de pouvoir mettre sur une même page Goldman et Derrida? Évidemment, c'était tout à fait volontaire de les laisser tous les trois. Alors peut-être que c'est quelque chose d'un peu personnel, c'est-à-dire que aujourd'hui, après 6 romans, je me dis que j'ai pas envie de... Je suis toujours un peu intriguée quand j'entends les écrivains dire leurs influences et que tout est formidable et que tout est grande lecture, tout est incroyablement, merveilleusement. Ils ont tous lu Joyce et Proust. Et moi, je crois que c'est faux. Je crois qu'on est constitué de tout ce qu'on a lu. Et on a lu des mauvais livres. Et c'est bien. Et on a vu des films pas géniaux. Et tout ça nous constitue, tout ça constitue notre imaginaire. Et maintenant, je me dis que je l'affirme, que je suis aussi constituée de mes lectures, voilà, de magazines et des romans que j'ai pu lire quand j'avais 13 ans et qui étaient hyper sentimentaux parfois ou hyper brutaux, qui n'étaient pas de la grande littérature. Et je crois que tout ça, on peut en tirer une matière. Il n'y a pas de mauvaise matière. Je ne crois pas. Je ne crois pas à ça. Bien sûr qu'il faut garder un œil critique, mais en ce qui concerne la chanson, j'en suis tout à fait persuadée, c'est de la poésie, la chanson. Donc après, qui va décréter que, enfin, je veux dire que tel texte est moins important que tel autre? C'est un peu compliqué. Ce qui est sûr, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée pendant que je travaillais, enfin que je rencontrais des danseuses de revue, c'est que tout le monde trouve ça très kitsch, en fait, la revue, le Moulin Rouge, le Lido. Mais ce dont on parle, c'est ça qui est terrible d'ailleurs, c'est qu'on ne parle pas du spectacle, on parle des gens qui vont le voir. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui, moi, me gêne très profondément, c'est le mépris social. C'est-à-dire que on ne méprise pas tant le spectacle du Lido, qui est fait par des professionnels impeccables, on méprise les spectateurs qui s'y rendent. Et effectivement, vous avez raison, c'était une petite remise un petit peu à niveau de toutes les cultures, je pense. Alors, j'aurais voulu revenir à Cléo et à la question centrale du livre qui est celle du pardon, qui parcourt l'ensemble du roman. Ce pardon qu'il est peut-être encore plus difficile de s'accorder à soi-même qu'aux autres. Oui. Ce pardon qui semble impossible pour Cléo aussi, parce qu'elle a un double statut de victime et de complice. Alors, en quoi cette position ambiguë, elle vous intéressait particulièrement? Je crois que dans chacun de mes romans, ce qui m'intéresse, c'est de faire un pas de côté par rapport aux évidences, parce que c'est une matière. Et que peut-être c'est un petit côté comme ça, avocate du diable, que j'aime creuser. D'abord, c'est une position qui est exacerbée dans Chaviré, parce qu'effectivement, elle va devenir un genre de rabatteuse pour Cathy et donc entraîner des filles du collège derrière elle, dans ce genre de drame comme ça. Mais en réalité, on est tous un peu victimes et un peu coupables. C'est-à-dire ça, c'est une position qu'on a tous. On est tous, euh, on participe tous au système que l'on décrit par ailleurs, c'est-à-dire on achète, comme je dis à la fin, hein, on achète tous des objets ou des vêtements en sachant où ils sont fabriqués. On peut tout faire à la fois. C'est notre drame, sans doute, c'est compliqué, parce que à partir du moment où on se rend compte qu'on est complice de ce qui nous détruit, c'est compliqué de s'en sortir. Mais en réalité, la vie dans laquelle on est aujourd'hui, elle est vraiment basée là-dessus. C'est-à-dire que personne ne peut se targuer d'une innocence totale. C'est pas possible, ça n'existe pas. Voilà, il faut juste l'accepter. Ce qui m'intéressait aussi, c'est que à partir du moment où on crée publiquement un récit des violences sexuelles qui est représenté par une histoire ou deux qui sont des victimes, ce que j'appelle parfaites, avec qui tout le monde peut avoir de la compassion, c'est dangereux. Parce que ça, pour moi, ça renvoie dans l'ombre toutes celles et ceux qui n'ont pas un récit parfait. Et c'est la majorité des gens. C'est-à-dire, quand je dis ça, parfait, c'est pas pour moi. C'est-à-dire que la majorité des histoires de viol, de violences sexuelles, elles sont ambiguës, elles sont terribles. Quid de la personne qui a bu?
si elle lit un récit parfait, elle n'est pas assez victime. C'était ça un petit peu mon truc. C'était que Cléo n'est pas une victime parfaite. Elle est une victime. Moi, j'avais même, je dois vous dire qu'aujourd'hui, après, on est en janvier, le livre a été merveilleusement accueilli, ça a été une très belle rentrée. Je suis étonnée et très touchée que Cléo ait déclenché tellement d'empathie, qu'il y ait eu tellement d'empathie dans les échanges que j'ai eus, parce qu'au début, je me suis dit, tout le monde va la détester. Je me suis dit là, je craignais en fait qu'il y ait vraiment un rejet de Cléo. Et moi, je me disais, elle avait 13 ans, donc c'est quand même, voilà, elle est entraînée, oui, elle veut briller, elle ne se rend pas compte, etc. Mais je crois que pour un romancier, la position d'ambiguïté, de ne pas pouvoir de fouiller un petit peu ce qui est au cœur vraiment de notre position à nous, elle est plus intéressante effectivement qu'une position de sainte ou qu'une imagerie. En fait, c'est une imagerie. Donc voilà. Autrement, il résonne aussi fortement avec notre époque où la parole des victimes s'est libérée grâce au mouvement MeToo qui est d'ailleurs évoqué dans le livre. Mais justement, ces victimes qui en ont entraîné d'autres, quelle place à leur parole aujourd'hui? Est-ce qu'il faut encore œuvrer pour qu'elles aient une place justement? Et est-ce que la littérature a un rôle à jouer? Alors, c'est compliqué parce que je sais pas si je suis je ne suis pas une connaisseuse. Je sais juste que c'est très important. Je sais que c'est primordial ce qui se passe depuis quelques années et c'est une révolution longue. C'est-à-dire que quand on dit la parole des femmes se libère, non, non, elle a toujours été là, mais on l'entend. Parce que franchement, ça fait longtemps qu'elle est là, la parole. Euh, En revanche, je ne suis pas sûre que la justice suive. C'est-à-dire que de ce que j'ai pu lire, on a toujours autant aussi peu de condamnations, aussi peu de femmes qui arrivent au bout de leur plainte quand elles osent porter plainte. Donc ça, je suis pas sûre qu'on est c'est pas réglé du tout, du tout, du tout. La littérature, moi, je crois totalement à la place de la littérature. Euh, Moi, je crois qu'il y a des livres qui m'ont sauvée. Je crois qu'il y a des livres qui m'ont parlé dans des moments difficiles, des romans. Et Chaviré, c'est aussi un hommage au roman. Et ça, je le savais aussi tout au début, que c'était un hommage à la forme romanesque, parce que c'est une forme extrêmement romanesque. L'usage de l'imparfait et du passé simple, pour moi, c'était important parce que j'ai souvent écrit au présent. Et pour moi, il fallait être dans le code romanesque parce que je crois qu'il ne faut pas laisser tous les sujets au récit, en fait, aux essais. Je pense que la littérature, elle est là pour ça, justement, pour faire passer des histoires, euh, toutes sortes d'histoires. Et elle permet vraiment de questionner. Pour moi, la littérature, c'est la question. Oui, et c'est le lieu de Oui, l'anxiété aussi. c'est le lieu de ce que je vous disais au début, c'est le lieu de ce qui n'a pas eu de mots, la littérature. Il y a un autre élément central de Chaviré, c'est aussi le temps. Qui est très présent, le temps qui ne passe pas assez vite quand Cléo est adolescente, le Ouais. temps qui va au contraire beaucoup trop rapidement pour certains autres personnages qui se voient vieillir, le temps qui s'est arrêté pour Cléo quand elle avait 13 ans, pour Betty quand elle en avait 12. Betty, donc c'est une des autres victimes qu'on redécouvre des années plus tard dans des conversations qu'elle va avoir avec son neveu. Et il y a un jour où elle lui raconte une histoire et il lui dit, mais tes histoires, elles sont tristes. Et elle dit, mais en fait, c'est une histoire qui a un début et une fin, c'est pas triste. Ce qui est triste, c'est des histoires qui stagnent et sur lesquelles on peut jamais mettre de mots. Et on a encore ce sentiment du coup de temps arrêté. Est-ce que c'est cette question du temps, elle vous a aussi guidé dans l'écriture? Oui, 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 elle m'a guidée parce que effectivement, bon, d'abord, c'est un sujet qui nous préoccupe tous, évidemment, d'une manière ou d'une autre. Et puis, c'est fou le nombre d'années qu'il faut, en général, pour comprendre, pour soi-même comprendre ce qu'on vit, ce qu'on a vécu. C'est-à-dire que ça me fascine euh, le nombre d'années qu'il faut à Cléo pour qu'elle comprenne que ce qu'elle a vécu était un événement grave. C'est-à-dire que les choses ne se font pas en 6 mois, ni en un an. Il lui faut euh, vivre cet événement et puis il faut qu'il soit enfoui
Et puis, il faut qu'on lui renvoie, quand elle parle finalement, qu'on lui renvoie. Parce qu'elle va parler plusieurs fois en réalité, Cléo. Cléo, c'est le personnage qui n'arrête pas de dire, je voudrais vous dire quelque chose. Elle parle, on ne l'entend pas, elle parle, on ne sait pas quoi faire de ce qu'elle dit. Et puis finalement, elle parle et on l'entend. Et voilà. Mais oui, c'est cette matière du temps, et puis surtout chez les femmes, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que on est, je vais rien apprendre, je vais dire une banalité, mais on est vraiment dans une société où les femmes ont vraiment une date de péremption, enfin je veux dire, socialement, collée sur le front. C'est vraiment quelque chose de troublant qui n'est pas réel, ce qui n'est pas du tout réel. C'est-à-dire que dans la vraie vie, les femmes ont des amoureux et elles n'ont pas toutes 30 ans. Dans la vraie vie, il y a des couples qui ont 70 ans. Dans la vraie vie, les gens font l'amour même. Bon, on ne vous le montre pas, mais voilà, moi, je suis assez confiance dans la vraie vie. Mais la représentation qu'on a des femmes dans la fiction, dans les films, ça change un peu, mais pas tant que ça. Dans les magazines, c'est oula, là, à 40 ans, il faut faire quelque chose. À 50, il faut que tu fasses encore autre chose. Là, tu as supposé avoir fait ça, etc. Donc, comment ça se passe le temps? Qu'est-ce que c'est comme matière pour une femme, en fait? Comment s'extraire de cette injonction? Comment s'extraire de cette suite, en fait, de commandements? C'est très troublant. Mais bon, ça atteint les hommes aussi, hein. Je veux dire, mais encore une fois, je vous dis, je pense vraiment que dans la réalité, ça ne ressemble pas du tout à ce que les publicitaires essayent de fabriquer, heureusement. Et puis il y a aussi cette idée du temps, que vous avez rapidement évoqué, mais du temps qui soigne, du temps qui permet pour Cléo, en Oui, tout cas, petit à petit, aux mots d'arriver, aux choses d'être nommées. Finalement, il peut aussi avoir un pouvoir libérateur. tout à fait. Et il a un pouvoir libérateur parce que le temps, au sein du temps, finalement, j'ai envie de dire, il y a un langage qui se forme. C'est-à-dire que pour Cléo et pour Betty, et là, c'est bien qu'on parle un peu de Betty, finalement, Betty, pour moi, c'était quasiment le personnage le plus libre entre Cléo et Betty parce que euh, quand on la retrouve, alors je ne veux pas raconter, mais quand on la retrouve, on pourrait se dire, bon, ben, qu'est-ce qu'elle a fait de sa vie? Elle est sortie d'un chemin un peu qu'on pouvait imaginer glorieux, mais au fond, elle a fait des choix. Au fond, elle choisit, c'est pas un renoncement. Et même, je me suis interrogée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Betty, adulte, femme adulte, a dit que parfois, le renoncement à plaire, c'est une liberté aussi. Donc, le temps permet de se détacher aussi de plein de choses et effectivement de trouver ses mots. Betty, elle trouve ses mots, sa langue. Parce que quand on la rencontre à l'âge de 12 ans et puis on la revoit à 18 ans, on ne sait pas ce qu'elle désire. On sait ce que sa mère désire. On sait que sa mère veut qu'elle soit danseuse, qu'elle rêve, qu'il y a des photos d'elle partout dans l'appartement. Alors que Cléo, on sait ce qu'elle veut. On sait ce qu'elle désire, mais Betty, on ne sait pas. Donc effectivement, oui, le temps permet de trouver la langue qu'on parle, j'ai envie de dire. Et trouver sa langue, trouver ses mots, c'est Oui, se libérer. Les mots, ils sont au cœur de votre métier d'écrivain. ouais. Vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait des livres que vous aviez lus qui vous avaient sauvé. Est-ce que l'écriture aussi sauve ou pense, soigne, peut-être guérit? Bah, c'est dur de répondre pour moi parce que pour moi, c'est évident que ça fait tellement partie de ma vie que pour moi, l'écriture, c'est une façon. Je ne suis pas sûre que je saurais vraiment être au monde si je n'écrivais pas. D'ailleurs, je ne le saurais jamais parce que voilà, j'écris depuis très longtemps. J'ai commencé quand j'étais vraiment petite. Pour moi, c'est une façon de faire bouger le réel. C'est-à-dire que c'est une façon de le refaire, parce que j'écris des romans finalement qui sont assez réalistes, on va dire. Enfin, ils se situent tous dans un monde qui ressemble au nôtre un petit peu. Donc, pour moi, l'écriture est vraiment une façon de reprendre la main sur ce qui est affolant, de reprendre la parole, oui, mais surtout de reprendre une sorte de pouvoir. Donc, oui, moi, je pense que l'écriture sauve. Merci beaucoup, Lola Lafont.